Et je reviens à vous, Président Bandakani. Voici les propos de Vladimir Poutine. La perte d'aujourd'hui est un coup de poignard dans le dos qui nous a été porté par les complices des terroristes. D'après vous, qui est-il en train d'invoquer dans ces propos? Non. Poutine s'adresse au vrai parrain de la Turquie. Il a bien compris. C'est un grand maître de la géopolitique mondiale, avec son expérience du KGB. Il a bien compris, il s'adresse au grand maître, au grand parrain de la Turquie. Il ne tient pas vraiment la Turquie pour responsable. Non, il va régler, comme Jules l'a si brillamment démontré ici, il savait que la Turquie va régler ça. Et tout à l'heure, je vais venir là-dessus. Alors, Michel Yenap, ce thème-ci est un thème, c'est-à-dire que central. Il nous permet de décrypter même la géopolitique mondiale, l'état géopolitique du monde actuellement. Moi aussi, j'ai applaudi à la suite de l'intervention de Jules Diawé, que je salue ici en passant. Et je voudrais, permettez-moi, donnez-moi un peu de temps à sa suite, parce qu'il a arraché mes biscuits, je suis obligé de continuer. Aller plus loin. Oui, non, de continuer le chemin. Il a balisé mon propos. C'est-à-dire, je voudrais convoquer ici le plus grand livre géopolitique du monde, qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu, pour introduire mon propos. Il y a dans la Bible une route qu'on appelle sur la route de Damas. La route de Damas, Jésus-Christ rencontre Paul et le convertit. Il devient apôtre des nations et Paul était un judaïque. Donc là, dans ce passage-là, vous avez le destin des nations. Et la Bible nous reprend ce passage dans l'Apocalypse en nous parlant de l'Armageddon, qui n'est pas ce que les hommes croient. On est là dans une première phase de l'Armageddon là. Et le destin du monde ce jour-là. Le chemin de Damas, où se joue le destin des nations. Alors, Michel, il y en a ici. Oui, Damas, c'est la capitale de la Syrie. Vous pouvez comprendre. C'est-à-dire que, bien comprendre. Il parle des sionistes, on comprend. Quand on parle des sionistes, on renvoie un peu au judaïsme, une partie, parce que dans le judaïsme, il y a le Talmud, il y a la Torah. Et le Talmud n'a rien à voir avec la Torah. Mais bon, ce n'est pas le lieu du débat aujourd'hui. Il y a deux questions fondamentales qu'il faut poser pour bien comprendre cette affaire. Première question. Qu'est-ce qui peut expliquer que les États-Unis aient laissé, entre guillemets, Poutine devenir le gendarme du monde? C'est la première question fondamentale. Qu'est-ce qui peut permettre que les États-Unis restent impuissants et regardent Poutine détruire leur cheval de Troie géopolitique qu'on appelle Daesh? Deuxième question fondamentale. Est-ce que nous assistons là aux limites du pacte atlantique et de l'État ottoman, la Turquie? Deux questions fondamentales. Pour comprendre cette affaire, je vais commencer à répondre. Première question. Les États-Unis n'ont pas pu affronter la Russie et l'empêcher de détruire leur cheval de Troie pour la simple raison que M. Poutine détient des informations ultra stratégiques qui peuvent mettre à terre le complexe militaro-américain à l'heure où nous parlons. Les Américains n'arrivent plus à sécuriser leurs données géostratégiques de premier plan, comme le démontre l'affaire Snowden. Snowden, c'était un agent, il travaillait pour la CIA et il travaillait sur des programmes les plus actualisés de la CIA. Snowden, ce monsieur a pu s'échapper. Et il est parti parce qu'il était en désaccord total avec ses méthodes. Et il est où aujourd'hui? Quel est le pays qui héberge Snowden? Vous croyez que héberger Snowden, alors que l'Amérique l'a carrément banni, vomi et banni. Aujourd'hui, Snowden a compris qu'aujourd'hui, mais pour sauver l'humanité, il doit complètement déconstruire le complexe militaro-américain. Vous croyez que la Russie n'a pas exploité Snowden de façon volontaire? Parce que Snowden a compris que pour sauver l'humanité, il a un travail universel à faire qu'en livrant les secrets de ce complexe militaro-américain dont les projets sont les plus dangereux pour le bien-être de l'humanité. Vous avez l'affaire Snowden. Deuxième chose, aujourd'hui, le système informatique américain a été piraté plusieurs fois par les Chinois. C'est pas connu, c'est pas vulgaire, mais c'est une réalité. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la sécurité de l'Amérique n'est plus assurée. Monsieur Poutine, les Russes, l'État russe, a le moyen de prouver au monde aujourd'hui que le séisme qui s'est passé là-bas en Haïti n'était pas un séisme, n'était pas une catastrophe naturelle. L'État russe a le moyen de montrer au monde aujourd'hui une autre version de ce que nous a présenté les attentats du 11 septembre 2001. Il y a d'autres occasions. Il y a d'autres. Donc, ça dit que voilà pourquoi, lorsque Poutine se lève, il dit je vais stopper votre aventure terroriste
au Moyen-Orient, qui en vérité a pour projet de reconfigurer le monde, il le fait de façon souveraine. Le monde entier voit. Poutine est devenu le patron du monde, entre guillemets. Et l'Amérique est impuissante. Par rapport à la Turquie, quand je dis que nous sommes en train d'arriver aux limites stratégiques, à la limite du pacte de l'OTAN et de l'État ottoman, c'est que qui est M. Erdogan aujourd'hui? Je ne vais pas revenir sur les conditions dans lesquelles il a obtenu la majorité à l'Assemblée nationale turque. Je ne vais pas revenir. Il y a eu une coïncidence extraordinaire entre le fait qu'il n'avait pas la majorité et une série d'attentats qui a frappé la Turquie et qui subitement ont débouché sur une élection où il a obtenu au forceps une majorité. Moi, je ne vais pas faire de suppositions, mais on peut se poser les questions. Mais M. Erdogan est empêtré dans des scandales financiers terribles, le liant au complexe mafieux immobilier en Turquie. Et la CIA, qui s'est fait chanter les chefs, les dirigeants, a des informations stratégiques là-dessus. M. Erdogan, ce lobby. Du coup, M. Erdogan a fait de l'État turc un État mercenaire au service des menées les plus bas de l'État américain. M. Erdogan. Aujourd'hui, avec cette affaire, il s'est laissé, il n'a pas compris que les données ont changé, il s'est laissé une fois de plus instrumentaliser bassement par la CIA. Et il va payer le prix. Je suis désolé. Et c'est peut-être que le Parlement turc est en train de se réveiller. Il va payer le prix. La Turquie paiera le prix. Pourquoi? Les Américains ont déjà lâché la Turquie, comme ils ont lâché le petit aventurier de l'Ukraine. Tout à l'heure, j'y reviendrai. On va le lâcher, c'est fini. Comme ils avaient lâché Saddam Hussein, après l'avoir instrumentalisé contre l'Iran, quand le moment est arrivé, ils l'ont lâché sans état d'âme. La Turquie va payer le prix. Comme Poutine est très intelligent, qu'est-ce qu'il a fait? Poutine a laissé Pyongyang a fait une sortie. Pyongyang dit qu'elle va attaquer la Turquie. Pyongyang, c'est qui? Dans le contexte politique. C'est qui la Pyongyang? Pyongyang, c'est une autre voie de la Russie. Donc, en malin, comme les Américains ne veulent pas se mettre directement devant, Poutine dit, je vous connais depuis, moi je suis un vieux du KGB, je vous connais. Alors moi, je vais vous montrer qu'à ce jeu-là, je suis plus fort que vous. Pyongyang est sorti. Pyongyang est sorti. Pyongyang est déjà sorti. Donc, on est là dans un jeu où on peut connaître l'issue. C'est-à-dire qu'il est clair aujourd'hui, nous assistons au déclin géopolitique de l'Occident. Et ce déclin est irréversible. Et c'est ça qu'on est en train de voir là. Les Américains ont parié sur le fait que on pariait sur les limites structurelles qui entre l'étatisme économique russe et c'est-à-dire que c'est son militarisme diplomatique, un peu comme au temps de la vieille URSS. Mais ils ont oublié que Poutine était un vieux du KGB et qu'il a tiré les leçons. Aujourd'hui, Poutine allie très bien son militarisme diplomatique et les enjeux économiques. Vous croyez que Poutine est en train de mourir pour la Syrie là pour rien? Demain, la Syrie lui sera reconnaissante. Or, la Syrie elle-même est un matelas de gaz. La Syrie, Poutine a anticipé avec les Occidentaux sur l'enjeu iranien, comme le disait Junjabé. Les Iraniens savent que si on démembre la Syrie, on va démembrer l'Iran. Poutine, très vite, a été le premier à être à côté de Téhéran depuis très longtemps. Les Occidentaux sont en retard aujourd'hui dans leurs négociations avec l'Iran. Poutine avait anticipé depuis. Vous croyez que Poutine sortira perdant dans le partage du gâteau gazier iranien? Il a anticipé. Donc tous les projets européens, là, il a anticipé dessus. Donc aujourd'hui, le pari américain sur le déséquilibre structurel entre le militarisme diplomatique russe et sa réalité économique est un pari faux. Est un pari faux. Je vais terminer en parlant de... Aujourd'hui, il y a la sortie de Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République française, qui dit aujourd'hui qu'il faut que les Européens rapidement se mettre à genoux devant Poutine. Il le dit clairement, j'ai le document. Giscard d'Estaing dit ceci. Il dit que l'Ukraine appartient à la Russie. Et que les Occidentaux n'avaient pas à se mêler d'une affaire russo-russe. Il le dit aujourd'hui. Il dit que Poroshenko, là, le type, excusez-moi le terme, j'ai failli dégamer, bon, celui qui est président maintenant à Kiev, là, le chef de Kiev, là. Mais Giscard d'Estaing dit qu'il n'a aucune légitimité. Giscard d'Estaing rappelle historiquement quelles ont été les conditions de l'origine de l'Ukraine. Et je crois de la Biélorussie, un pays comme ça. Il dit que c'est parce que Nikita Khrouchtchev, à l'époque, voulait multiplier les voix russes au Conseil de sécurité de l'ONU, qu'on a créé l'Ukraine. Tout à fait. Il a dit. Ça, c'est vrai. Giscard d'Estaing n'est pas n'importe qui. Quand il appelle ça, c'est qu'il est en train de dire à la France que arrêtons notre cinéma, on va disparaître dans cette affaire, allons rapidement. Il dit que la Russie, malgré tout, est un pays européen.
et que c'est un partenaire naturel. Les deux sont en train de changer. Même dans le jeu français, je suis en train de terminer. Bien sûr. Même dans le jeu français, il y a deux discours aujourd'hui en France. Hollande fait semblant d'être ferme par rapport à Bachar el-Assad. Fabius a fait une sortie, il a dit ceci. Il a dit que l'État français doit envisager, ce n'est plus un tabou, de travailler avec les forces militaires de l'État syrien. Fabius l'a dit, en même temps que Hollande faisait sa diversion sur que Bachar doit partir. Ce double langage, entre guillemets, cet axe Fabius Hollande dans l'État français signifie quoi? Vous voyez qu'il y a un tiraillement. Monsieur Laurent Fabius représente l'aile sioniste vulgaire dur dans l'État français, pendant que Hollande joue. Mais est-ce que Hollande peut se départir? Voilà. Est-ce que Hollande peut se départir de l'influence de ce lobby-là? Donc vous voyez qu'il y a deux pédales, la France au feu, dont les données changent. L'État français finira par aller parler avec Bachar el-Assad. D'ailleurs, Sarkozy dit ça. Sarkozy a commencé à dire ça lui-même, qu'il faut discuter avec Bachar el-Assad. Plein de députés en France le disent clairement. Donc on est là dans une dynamique qui est en train de se mettre en place pour reconnaître que Bachar el-Assad est le seul interlocuteur valable en Syrie. Donc on est là pour terminer dans un basculement géopolitique majeur. Le déclin de l'Occident a commencé. L'Occident a tourné le dos à Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ils ont légalisé les valeurs qui énervent Dieu. Je parle comme mon quartier. Qui énervent Dieu Tout-Puissant. Les femmes sont hommes. La nuit, ils sont femmes. Le jour, l'homme devient machin. Et on légalise tout. Lesbianisme, pédophilie, faire l'amour avec les chiens, les chats, les animaux dépassent les hommes. Donc l'Occident a tourné le dos à Dieu. Et elle va recevoir la sanction appropriée. Parce que le plus grand jeu politique de la terre s'appelle le créateur du ciel et de la terre. C'est la parole de Dieu. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Bandakani. J'ai failli... bon, je ne vais pas dire ce que j'ai failli dire.